Alors ça m'a interpellée aussi ce que vous avez dit sur le fait, d'expliquer, la signification, parce que les personnes se font, laver le cerveau, les jeunes filles qui finalement contribuent à cette nébuleuse, et ça a résonné un petit peu avec, les échecs, de déradicalisation, à l'époque où il en était question. Mmh. Et puis ça résonne aussi avec, les multiples confrontations, à l'époque où en tout cas personnellement j'avais l'énergie de faire ça, avec, des personnes, qui étaient convaincues que l'islam était la vérité, où tout ce qu'on amène qui est finalement, historique, heu, contextuel, pour dire, il y avait des enjeux politiques, qu'il y a des interprétations. Ce que vous dites vous sur, l'aspect zéro spiritualité, du voile, tout ça, et on se heurte à, quelque chose qui a été conditionné, on est d'accord, hein, sur plein de plans, hein, la langue, la pratique, la rancune vis-à-vis de l'Occident, la dette, la culpabilité des Occidentaux, tout ce qu'on veut, et on se heurte à, on peut rien amener de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, qui est pas dans la narration, des islamistes, c'est faux, c'est un complot évidemment. Non, il y a sûrement un problème d'interprétation ou de traduction. Ça aussi, c'est la baguette magique, problème de traduction. Alors, évidemment, quand on maîtrise l'arabe, ça marche pas forcément, ces arguments-là de faute de traduction, tout ça. Mais, personnellement, j'ai abandonné les échanges par rapport à ça. Je sais que notre ami, qui est avec nous, Anzal, lui, qui est très technique, hein, et qui a déchiffré de façon clinique, j'ai envie de dire les choses, se l'autorise ça. Mais personnellement, ce mur-là, en fait, comme si la pensée était en panne, et là ça me fait penser à Hannah Arendt, qui dit que le mal se niche dans l'absence de la pensée. Moi, c'est ça que je vois, et alors, le parallèle avec les femmes battues qui en redemandent quand elles sous emprise, je le fais souvent et je vous rejoins complètement là-dessus. Et, du coup, qu'est-ce que c'est un peu une grande question. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que il y a une espèce d'étanchéité par rapport à l'historicité, de l'islam et de sa construction, en fait, chez la plupart des musulmans qu'on côtoie. Bah, c'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, et depuis très longtemps déjà, c'est qu'il y a un mur, en fait. C'est-à-dire que nous, on fonctionne avec la raison, avec l'intellect. Eux fonctionnent souvent avec la répétition et l'émotion. C'est-à-dire que, notamment, par exemple, les salafistes, eux, ils parlent de science islamique. Mais qu'est-ce que c'est que la science pour eux? Et qu'est-ce qui fait la validité d'un propos? Ce n'est pas le contenu du propos en lui-même, c'est-à-dire le raisonnement, c'est la personne qui le porte. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, un imam salafiste va dire, voilà, C'est vrai. en islam, il est interdit de faire ça. Je peux le prouver. Ou je peux prouver que c'est véridique, que c'est pas une croyance, que c'est la vérité, il y a la preuve. La preuve, c'est quoi? C'est que un tel l'a dit, rapporté par un tel, qu'il a rapporté par un tel. Et donc là, il remonte jusqu'au à un théologien du Moyen Âge. C'est-à-dire que c'est le discours produit par une personne et la crédibilité de la personne qui fait la véracité d'un propos. Si la personne est reconnue comme ce qu'ils appellent les savants, c'est un savant, il a fait telle école à Médine, je ne sais pas quoi, il maîtrise l'islam, c'est un tel théologien, qui lui le rapporte même de tel théologien, de tel savant. C'est ça qui fait la crédibilité du propos. C'est pas le propos en lui-même. Je veux dire, il peut dire que les éléphants sont roses, c'est considéré comme vrai si telle personne l'a dit, telle personne l'a dit, qui est crédible, qui a une bonne réputation, qui est reconnue. Voilà. Et donc ça, ils appellent ça la science islamique. Mmh. Donc, face à ça, c'est compliqué. Quand des femmes m'ont dit que le voile est écrit dans le Coran, des arabophones, enfin des tunisiophones, je dirais, et qui maîtrisent mal l'arabe littéraire, et ben, elles me disent que c'est une prescription religieuse, c'est dans le Coran. Je leur dis, bah, dis-moi où dans le Coran. Ben, elles ne savent pas. Voilà. Elles disent que personne ne les influence, qu'elles s'appuient que sur le Coran, mais en fait, le Coran, elles le connaissent à peine. Et donc, elles me le disent en arabe, et moi, je leur dis que bah, où tu peux me dire qu'il y a le mot voile, bah, il n'y a pas le mot voile dans aucun des versets. Et qu'il n'y a aucun verset qui dit que la femme doit cacher ses cheveux, machin. C'est la aura, comme vous savez, et qu'on se sert de ce flou
du flou du terme pour dire que toutes les femmes doivent se cacher, que les femmes doivent, pardon, cacher tout leur corps. Et donc, effectivement, mais après on met le doigt dans un engrenage d'interprétation théologique qui devient compliqué à gérer. Au bout d'un moment, on tourne en rond, c'est le chat qui se mord la queue. Mais il y a souvenez-vous de la manifestation il y a quelques jours, un rassemblement en place de la République pour soutenir Hassan Iqiyoussen. Oui. Moi, j'y étais. Oui. Très bien. Ça. Et il y a un gars, On parle bien, j'ai filmé, je ne sais pas si vous avez vu ça sur ma page Facebook, mais il y a un gars qui est un imam et qui fait pas mal de vidéos, qui a sorti un bouquin, il m'a sorti son bouquin et tout. Donc il me dit, Hassan Iqiyoussen, tout ce qu'on lui reproche, c'est faux. Et donc moi, je lui dis, bah si, c'est vrai. Ben, il me dit, mais donnez-moi des preuves. Et je lui fais telle citation de telle conférence. Et il me dit, c'est faux. Il n'a pas dit ça. Et je dis, bah, je viens de vous le dire, là, j'ai cité ces mots, c'est même pas, j'ai cité texto ce qu'il a dit dans telle conférence. Et il dit, non, c'est pas vrai. Pour lui, c'est inconcevable. Donc je dis, bah, qu'est-ce qu'on peut discuter comme ça? Il n'y a rien à faire. Et sur les réseaux sociaux, c'est systématique. C'est-à-dire que on va me dire, mais c'est faux ce que vous dites. Je mets la source, je mets la vidéo, c'est pas moi qui parle, c'est Iqiyoussen qui parle, et ben c'est quand même faux. Voilà, c'est faux parce qu'il n'a pas voulu vraiment dire ça. Vous avez coupé ce qui est avant, ce qui est après. Et donc je dis bah non, j'ai coupé ce qui est avant, ce qui est après parce que ça concernait pas le sujet. Et je vous mets le lien de la conférence. Et Hassan Iqiyoussen, lui, de son côté, fait exactement la même chose pour se défendre. Il coupe ce qui est avant, ce qui est après pour regarder les phrases qui l'intéressent. Et là, les gens prennent ça comme preuve en disant bah, vous voyez ce que vous dites est faux. C'est-à-dire il n'y a pas de raisonnement intellectuel, c'est que de l'émotion. Et c'est ça tout le problème. L'enjeu en fait, c'est de pouvoir créer une vraie discussion. Là, il n'y a pas de discussion possible. On marche sur deux chemins différents. Et donc là, c'est encore une fois, je reviens sur ça, mais c'est le rôle aussi de ceux qui ne sont pas musulmans pour rester sur le terrain de l'esprit critique et non pas sur le terrain de l'émotion, de la complaisance, de la compassion, parce que les islamistes sont dans une stratégie victimaire et qu'on tombe dans le piège. Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça que l'étude de la sémantique, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire déconstruire le terme islamophobie, déconstruire le terme foulard. Parce que même l'imam en question, il me dit ouais, les femmes qui portent le foulard, je fais non, elles portent pas un foulard, elles portent un voile. Il me dit mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le foulard n'a pas la même taille qu'un voile, c'est pas du tout les mêmes fonctions, c'est pas porté pour les mêmes raisons. Le voile se porte en permanence par le foulard, etc. Le voile vient du latin velum. Et voilà, j'explique tout ça dans mon bouquin. J'ai fait exprès de détailler tout ça pour montrer la dangerosité de se tromper dans les termes. Et parce qu'on se trompe dans les termes, on en arrive à toutes ces confusions. Quand, par exemple, on parle d'islamisme radical, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait un islamisme modéré? Est-ce qu'on parle de nazisme radical sous-entendant qu'il y aurait un nazisme modéré? Non, l'islamisme est par définition radical. Après, il y a l'islamisme politique, donc c'est-à-dire on s'investit en politique pour faire avancer ses idées, et il y a l'islamisme djihadiste, c'est-à-dire qu'on utilise la violence pour faire avancer ses idées. Mais l'idéologie est la même. Donc, il n'y a pas un islamisme. Parce que quand on parle d'islamisme radical, le gouvernement qui utilise ce terme, c'est pourtant ce même gouvernement qui a dissous le CCIF. Le CCIF, c'est quoi? Islamisme radical ou islamisme modéré? Pourtant, le CCIF n'a jamais posé de bombe. Donc, c'est tout le problème, c'est-à-dire l'usage des mots. Et il faut pouvoir mettre les mêmes choses derrière les mêmes mots. Parce que parfois, j'ai remarqué dans les discussions, on utilise des mots et chacun campe sur ses positions parce qu'on n'a pas les mêmes définitions. Le mot respect, il y a la définition islamiste et il y a la définition Larousse. C'est pas la même chose. Donc quand ils disent oui, mais nous, l'islamophobie, c'est le terme qui est bon et on n'est pas contre la critique de l'islam. Et moi, je rajoute 3 petits points, sauf quand on critique l'islam. Vous n'êtes pas contre la critique, sauf quand on critique. Voilà. Et j'apporte des exemples et je leur dis. Et surtout des gens qui sont non musulmans qui parlent d'islamophobie, quand on leur donne des exemples précis, c'est ça qu'il faut faire, c'est les exemples précis. Ok, si je dis que le prophète Mohammed est un pédophile, est un chef de guerre, un génocidaire, bon, moi, c'est pas ma pensée, hein. Voilà. Mais d'autres pensent et ils vont s'appuyer sur des sources historiques ou la culture, comment on appelle ça, la tradition musulmane pour argumenter. Donc ça se débat. On discute de ça. On peut considérer qu'il est pédophile, on peut considérer qu'il ne l'est pas, mais ça relève de la discussion, du débat. Donc si on considère qu'il est pédophile, c'est quoi? C'est islamophobe ou pas islamophobe? Par définition, c'est islamophobe, puisque c'est une critique, une phobie de l'islam. Mais les personnes qui disent c'est islamophobe vont considérer que c'est une atteinte aux musulmans parce que les musulmans vont se sentir offensés. Et donc, il faut savoir ce que tu veux. Tu viens de dire que tu es pour la critique de l'islam. Et maintenant, tu me dis que non. Voilà, il faut donner des exemples précis à chaque fois. Le libre choix,
Pareil, la définition du libre choix. Il n'y a pas de libre choix dans le port du voile. Ça n'existe pas, le libre choix dans le port du voile. Donc, mais il faut définir ce Ouais. qu'est le libre choix. Pour Voilà. ne pas. Allez-y, finissez. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, justement, c'est de déconstruire tous ces termes en donnant des exemples précis. Voilà, un dernier petit exemple, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que c'est comme si on avait quelques femmes qui sont au bord d'un précipice. Vous avez un groupe d'hommes qui est en face et qui leur dit bah, écoutez, mesdames, venez vers nous. Vous serez nourris, logés, blanchis, vous pourrez vivre super bien, mais à la condition que vous soyez voilés le reste de votre vie parce que vous nous êtes soumises. Ou alors, vous pouvez sauter dans le précipice et vous écraser comme des crêpes. Mmh. Vous êtes libre de choisir. Voilà. Donc, parmi elles, vous aurez des femmes qui vont dire ah bah ouais, moi je me vois direct, hein, et puis après c'est normal, ils ont raison les gars. Bah ouais, moi je suis inférieur aux hommes, ça a toujours été comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Et d'autres qui vont dire, quelques autres qui vont dire bon, j'ai pas le choix, mais je l'accepte. Voilà, je consens à m'y soumettre parce que j'ai envie de vivre bien ici et puis surtout j'ai envie de gagner ma place au paradis. Et puis vous en avez une minorité qui elles vont dire non, j'en ai rien à foutre, ma liberté n'a pas de prix, je saute. Ce sont elles les féministes. Ce sont elles les féministes, pas les autres. Voilà. Pour ne pas, avant de te laisser poser d'autres questions, Mia, pour ne pas tomber dans le hors-sujet rapidement, parce qu'on vient juste d'en parler, vous pourriez donner un avis global, mais vraiment synthétique, sur l'affaire Iqiyoussen, s'il vous plaît? Parce que vous avez beaucoup intervenu sur ça dans les médias, etc. Donc, on bien avoir votre avis. Oui, et on m'a justement contacté parce que, j'aurais encore dessus, désolé, mais il y a une partie du bouquin, le hasard, fait que c'est consacré à Hassan Iqiyoussen. Oui, alors Hassan Iqiyoussen, c'est un prédicateur, c'est pas vraiment un imam, parce qu'il n'a pas fait de prêche, à ma connaissance, dans les mosquées. C'est un prédicateur de l'idéologie des frères musulmans. Certains disent qu'il est proche des frères musulmans, c'est faux. Encore une fois, l'importance des termes. Il n'est pas proche, il est l'incarnation de l'idéologie des frères musulmans. Il se revendique lui-même, il l'a dit texto, il soutient Hassan al-Banna, il trouve Hassan al-Banna formidable. Saïd Qutb, l'idéologue le plus violent de la confrérie, il le trouve formidable. Il cite constamment Youssef al-Qaradawi, et pour cela, il s'oppose d'ailleurs aux salafistes. Donc, il a souvent critiqué les salafistes en défendant les frères musulmans. C'est pour ça que certains le perçoivent comme un musulman libéral ou je ne sais pas quoi. Là. Il se définit lui-même de l'islam du juste milieu. C'est vraiment l'expression clé des frères musulmans. C'est quoi l'islam du juste milieu? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, donc dans les extrêmes, pour se dire du juste milieu. D'un côté, il y a les salafistes, les djihadistes, qui, dans les frères musulmans, se reconnaissent sur le plan idéologique, sur le plan de l'approche de l'islam, mais pas sur les méthodes. Et de l'autre côté, il y a les musulmans progressistes, dont les frères musulmans rejettent tout. Donc d'un côté, les salafistes sont des musulmans qui se trompent de méthode, de l'autre, vous avez les traîtres. Voilà. Et les frères musulmans disent que c'est cela le juste milieu. Voilà. Et donc Hassan Iqiyoussen s'inscrit vraiment là-dedans. Et là où il est très fort, c'est qu'il a fait comme Tariq Ramadan, c'est-à-dire qu'il peut tenir un propos le lundi et dire l'opposé le lendemain. Il peut dire, même au sein de la même conférence, être très contradictoire. Et une chose qui m'avait interpellé, c'est qu'il peut justifier la violence et puis à la fin dire, de toute façon, l'islam est une religion d'amour et de paix. Voilà. Donc, il peut dire qu'il est pour l'égalité des sexes, pour le respect des femmes, mais il considère que la place de la femme est à la cuisine, que le paradis de la femme, c'est au pied de son mari, etc. etc. Un dernier exemple qui est très fort, hein, c'est vraiment typique des frères musulmans, et c'est là encore une fois l'importance de la sémantique, et Hassan Iqiyoussen en a conscience, c'est qu'il dit qu'il est pour la mixité. Donc tout le monde dit, ben voilà, le gars, il est pour la mixité. Mais dans une conférence, il explique ce qu'est la mixité pour lui. Donc, il fait la distinction entre promiscuité et mixité. La promiscuité pour lui, c'est, je le cite, une femme à ma gauche, une femme à ma droite, on est proches les uns des autres, c'est haram, c'est pas bien. Par contre, la mixité, c'est quoi? C'est qu'on peut être dans la même pièce, mais les hommes devant, les femmes derrière, ou les hommes à droite, les femmes à gauche. Là, c'est halal. Et donc, après, il peut dire au grand public qu'il est pour la mixité. Voilà. Donc, et ça, c'est Hassan Iqiyoussen. Alors, il professe depuis des années. Sa particularité, c'est qu'il avait créé sa chaîne YouTube et qu'il est suivi par des centaines de milliers de personnes et qu'il a une influence considérable parce qu'il a fait le tour des mosquées et que même si son public en face de lui est peu nombreux, le fait que ce soit capté en vidéo, que ce soit diffusé sur Internet, amplifie son message. Et il s'inscrit dans un écosystème islamiste où il a une influence énorme parce qu'il avait aussi fondé les Jeunes musulmans de France, qui est une antenne satellite des frères musulmans, etc.
Donc, c'est un homme qui est particulièrement dangereux. Il y a des conséquences réelles de son discours. Le Burkini en est une. Il ne défend pas le Burkini. Lui, il défend la séparation des sexes. Mais il considère que les piscines sont un enjeu politique. Et il a proposé des éléments de langage à sortir pour faire avancer faire avancer son idéologie, notamment non pas en usant de la violence, mais en négociant. Parce qu'il dit, voilà, ce sont des règles, elles sont faites par des hommes, elles peuvent être défaites par des hommes. Donc vous asseyez à la table des négociations et puis vous dites que c'est ma philosophie personnelle, vous n'employez pas le mot religion, que c'est ma pudeur, etc. On a retrouvé exactement ces éléments de langage dans l'association Alliance Citoyenne qui mène les actions Burkini à Grenoble. Voilà. Donc, l'influence d'Hassani Hussein, elle est colossale. Après, bon, il y a eu toute la polémique autour de ça parce que le ministère de l'Intérieur a voulu médiatiser son expulsion et tout ça, donc c'est un peu parti en vrille. D'ailleurs, il a disparu, le gars, hein, on suppose qu'il est en Belgique. Voilà, disons qu'il est révélateur de l'influence politique de l'islamisme en France. Et bien sûr, évidemment, il défend une approche politique de l'islam. Il a théorisé dans des conférences comment militer politiquement en tant que musulman et qu'un des outils matériels, c'est le voile.